soyez professeur, élève ou étudiant et que vous souhaitez réussir brillamment aux examens et concours, BFEM, Bac, FASTEF, CREM, UGB et bien d'autres, toutes matières confondues, vous êtes au bon endroit. Ici, nous expliquons clairement, nous simplifions les notions difficiles et nous vous accompagnons pas à pas vers la réussite. Bienvenue sur la chaîne YouTube Ibrahima Gomme Attitude, la chaîne de celles et ceux qui veulent comprendre, progresser et réussir. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et soutenez la chaîne pour ne rater aucune leçon utile à votre succès. Alors aujourd'hui, on s'attaque à une des idées les plus renversantes, les plus explosives du XXe siècle, la théorie de l'inconscient de Sigmund Freud. Et attention, ce n'est pas juste une théorie parmi d'autres, non, c'est une idée qui a complètement changé les règles du jeu, qui a redessiné la carte de ce que ça signifie d'être humain. On va commencer par la question qui est au cœur de tout ça, celle que Freud a jetée comme un pavé dans la mare, est-ce qu'on est vraiment aux commandes ? Spontanément, on a tous envie de répondre « bah oui, évidemment, nos pensées, nos désirs, nos décisions, c'est bien nous qui choisissons, non ?» Pendant des siècles, cette certitude était la norme. Cette vision du monde, c'est celle de Descartes. Pour lui, c'était simple. Le psychisme, c'est la conscience. Point final. Il fallait imaginer l'esprit comme une pièce parfaitement éclairée. Tout ce qui s'y trouve est visible immédiatement. Une transparence totale de soi à soi. C'était le socle de la pensée occidentale. Mais voilà, cette belle certitude était sur le point de se fissurer. Ok, alors on y va. Ce qui est intéressant, c'est que bien avant Freud, il y a eu une première petite faille dans ce miroir bien lisse de Descartes. Et ça, on la doit à un philosophe du nom de Leibniz. C'est lui qui a commencé à suggérer que il se passait peut-être des choses dans notre esprit sans qu'on s'en rende compte directement. Et pour ça, Leibniz a introduit un concept fascinant, les petites perceptions. L'idée, c'est quoi? C'est que notre esprit est en permanence bombardé par une infinité de micro-informations, de sensations si fugaces ou si faibles que, prises une par une, elles passent complètement sous le radar de notre conscience. Pour rendre ça très concret, Leibniz a une analogie géniale, le bruit de la mer. Ce qu'on entend, c'est un grondement global, n'est-ce pas? Mais ce son, en réalité, c'est la somme de milliers de bruits minuscules, le clapotis de chaque petite vague. On ne perçoit pas chaque vague individuellement, mais tout ensemble, leur accumulation produit un effet conscient. Eh bien, pour Leibniz, notre esprit fonctionne exactement comme ça. Et c'est là, bien sûr, que Sigmund Freud entre en scène. Il a pris ce qui n'était qu'un murmure philosophique chez Leibniz, et il en a fait une théorie clinique radicale qu'il a bâtie sur l'observation de ses patients et aussi sur sa propre analyse. Il faut se rappeler que Freud, à la base, c'est un médecin, un neurologue. Au début, il cherchait des causes physiques, organiques aux troubles de ses patients, comme les fameuses hystériques. Mais il a très vite compris que les explications purement biologiques, ça ne suffisait pas. Et c'est en s'intéressant aux rêves, aux lapsus, en utilisant l'hypnose, qu'il a eu cette conviction. Il existe une autre scène, une sorte de théâtre caché dans les coulisses de la conscience, où se joue le vrai drame. Alors là, attention, c'est le point crucial. Freud ne parle pas de l'inconscience au sens où on est évanoui. Avant lui, inconscient, c'était juste un adjectif qui décrivait un manque, un état passif. Freud, lui, transforme l'adjectif en nom. L'inconscient. Ça devient un lieu, un système psychique à part entière, ce n'est plus une absence, c'est une présence active, une force dynamique qui existe en nous, qu'on le veuille ou non. À partir de cette idée de réalité cachée, Freud nous propose une toute nouvelle carte de notre personnalité. Fini le royaume unifié tranquille. Non, pour lui c'est un territoire en conflit permanent divisé en 3 instances. Le ça, le moi et le surmoi. Chacune de ces parties est guidée par un principe qui lui est propre. Et c'est justement ça qui explique les tensions constantes qu'on peut ressentir. D'un côté, il y a le ça, qui ne veut que le plaisir immédiat. De l'autre, le surmoi, notre juge intérieur qui impose la morale. Et au milieu, le pauvre moi qui doit essayer de jongler avec la réalité. Allez, on plonge dans ce champ de bataille. D'abord, le ça. C'est la partie la plus primitive, la plus animale en nous. C'est le grand réservoir de nos pulsions brutes. L'énergie vitale, la libido, mais aussi les pulsions de destruction. Le ça, il se fiche de la logique, du temps, de la réalité. Il ne connaît qu'une seule loi, le principe de plaisir. Il veut tout de suite, sans compromis. Ensuite, il y a le moi. Le moi, c'est en gros ce qu'on appelle notre « je ». C'est la partie de nous qui est en contact avec le monde extérieur. Et son rôle est incroyablement difficile. Il doit passer son temps à négocier, il doit essayer de satisfaire les désirs du ça, mais d'une manière qui soit acceptable pour le monde réel et pour le surmoi. C'est un diplomate sous pression permanente. Et enfin, le surmoi. Lui, c'est notre juge intérieur. Il se construit en absorbant toutes les règles, les interdits, les valeurs de nos parents et de la société. Il est souvent inconscient et c'est lui qui nous fait nous sentir coupables quand on transgresse ces règles. C'est cette petite voix qui nous dit « Oula, ça, tu ne devrais pas faire ça ». Bon, maintenant qu'on a la nouvelle carte, voyons un peu les conséquences. Et elles sont sismiques.
Parce que cette théorie, ce n'est pas juste une curiosité de psychologue. C'est une véritable bombe qui a fait voler en éclats des siècles de certitudes sur l'être humain. Cette phrase de Freud, à elle seule, résume toute la révolution. Le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Pensez-y, le jeu conscient qu'on croyait être le capitaine de notre navire n'est en fait qu'une figure de proue, ballottée par les courants puissants et invisibles de l'inconscient. Le changement de paradigme est total. D'un côté, le sujet de Descartes, unifié, transparent à lui-même, maître de ses pensées. De l'autre, le sujet freudien, il est fondamentalement divisé, opaque à lui-même et largement gouverné par des forces inconscientes. En fait, Freud installe un autre au cœur même de ce qu'on est. C'est ce que le poète Rimbaud avait senti en écrivant « Je est un autre ». Les implications sont profondes. Si nos choix sont en partie déterminés par des mécanismes inconscients, qu'est-ce qu'il reste du libre arbitre ? Si la raison n'est souvent qu'un outil pour justifier les pulsions du « ça », qu'en est-il de notre fameuse rationalité ? Freud nous apprend surtout une leçon d'humilité. Être conscient de soi, ce n'est pas du tout la même chose que se connaître. Mais alors, comment on fait pour accéder à ce continent caché ? Pour Freud, l'inconscient n'est jamais silencieux, il se manifeste tout le temps. Ces petites erreurs du quotidien, un lapsus, un oubli, un juste manqué, ce n'est pas du hasard, ce sont des messages codés, des désirs refoulés qui ont réussi à tromper la censure. Et les rêves ? Eh bien, pour Freud, c'est carrément la voie royale pour explorer ce territoire inconnu. On termine donc avec la question la plus vertigineuse que Freud nous ait laissée. Si notre moi n'est qu'un médiateur fragile, coincé entre des pulsions primitives et des interdits sévères, si, au fond, nous ne sommes pas les véritables auteurs de nos désirs et de nos peurs, alors, qui sommes-nous vraiment ? C'est le grand défi que Freud a lancé il y a plus d'1 siècle, une question qui, aujourd'hui encore, continue de nous hanter.